Bonjour à tous ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, je vais faire mon interview sur les Plipluf. C'est un livre que j'ai écrit et que je viens vous présenter. Donc, pour ça, je fais l'interview avec la petite feuille d'exemple pour les questions, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, je vais commencer sur introduction. Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc, en quelques mots, je suis Bruno Claret. J'ai 52 ans, j'ai écrit une cinquantaine de livres depuis, un peu tous les styles, un peu tous les genres, beaucoup de romans, des bandes dessinées où je suis dessinateur scénariste ou que scénariste. J'ai écrit des romans jeunesse, des guides pour différentes choses et des livres pour enfants aussi. Voilà, et là c'est pour les Plipluf, c'est-à-dire une série de livres pour les enfants de 7 à 10 ans. Quel a été mon parcours avant de devenir auteur? Eh ben, j'ai commencé très tôt, vers l'âge de 7 ans. J'ai écrit et dessiné ma première bande dessinée. Elle faisait une quinzaine de pages. Donc évidemment, c'était à cette époque-là un pastiche des auteurs que je connaissais. Là, c'était Lucky Luke notamment. Et après, j'ai fait pas mal d'autres tests, évidemment, et jusqu'à 1996, où j'ai sorti ma première bande dessinée en auto-édition, c'était Tungsten et la série Tungsten. Voilà. Alors, quel a été mon parcours? De toute façon, c'est pas mon métier principal, évidemment. À côté de ça, j'ai fait beaucoup de choses euh, qui n'ont rien à voir avec l'écriture, puisque j'ai un bac électrotechnique, donc et tout un tas d'autres formations en technique aussi. En gros, j'ai l'équivalent de 2 bacs, 3 bacs plus 2, un bac plus 4, notamment en informatique. C'est pour ça que ça m'a permis de créer aussi cette plateforme qui est le découvreur de livres. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, le processus créatif, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? L'envie d'écrire, elle est venue très tôt d'un cadeau de Noël que j'avais eu, qui était Tintin, une bande dessinée et d'histoires que on me racontait à l'école ou que ma mère me racontait ou me lisait. Et j'ai toujours eu envie de plonger dans ces univers-là, d'y être et d'y rester, d'y être bien. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire, pour pouvoir soit prolonger ces univers dans lesquels je me sentais bien, soit adapter des univers qui ne me correspondaient pas complètement et où moi je me disais, tiens, là j'aimerais bien être là, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire véritablement. Écrire mes histoires, mais créer surtout des univers où on peut se sentir bien. Comment me vient l'inspiration? As-tu des rituels d'écriture? Non, j'ai pas de rituel d'écriture particulier. Et l'inspiration, comment elle me vient? En écrivant. J'écris et très souvent l'histoire se raconte d'elle-même et je la lis en même temps qu'elle s'écrit en fait. Et à chaque fois j'écris et je me dis waouh, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ce qui me pousse à écrire en fait. En gros, ça s'écrit tout seul et moi je lis, ce qui est pratique. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour pas mal de mes romans. Bien évidemment, on ne peut pas faire ça en bande dessinée ou avec des séries de romans plus longs, comme par exemple Un fantôme dans le placard, où là, on est obligé d'être très très structuré et très guidé. Mais là, justement, ce que j'aime bien, c'est qu'on est très libre, là, dans ce type d'écriture de petits romans jeunesse ou de romans tout court. L'histoire s'écrit d'elle-même et c'est très bien. Alors après, préfères-tu écrire de manière spontanée ou planifier toute l'histoire? Moi, je préfère écrire de manière spontanée. Je préfère écrire de manière spontanée. Après, comme je le disais, il y a certains types d'écriture et certains types de livres où on n'a pas le choix. On est obligé de structurer. Là, moi, je réfléchis quand même pas mal à l'histoire, dans le monde dans lequel ça va se faire, comment ça va évoluer. Et puis après, par rapport à tout ça, je crée un fil conducteur et puis je suis ce fil, mais l'histoire en elle-même s'écrit toute seule. Quelles sont mes influences littéraires ou artistiques? Bah là, pour les Plipluf, clairement, c'est toutes les histoires de Farfadet, les contes et légendes qui peuvent exister dessus, mais aussi, bien évidemment, les Schtroumpfs. Euh, Parce que c'est des univers qui s'en rapprochent énormément.
Donc les pli-pluf, ça je vous le dirai pourquoi un peu plus tard, puisque je vois que c'est marqué dans les autres questions. Là on me dit, où écris-tu généralement? As-tu un endroit préféré? À quoi ressemble une journée d'écriture pour toi? Écris-tu plutôt le matin, le soir ou quand l'inspiration arrive? Et ben en fait, comme je le disais, bah, moi c'est pas mon métier principal, hein, comme la plupart des auteurs d'ailleurs en France, hein, il n'y a que très peu de gens qui vivent de leurs écrits. Donc moi j'ai pas de journée d'écriture spécifique. Je travaille, je suis enseignant de la conduite, donc j'écris un peu avant les élèves, j'écris entre deux élèves, j'écris après les élèves, j'écris un peu le week-end, j'écris un peu quand je peux en fait surtout. Donc ma journée d'écriture elle est très morcelée, c'est des petits bouts d'écriture qui se mettent les uns après les autres. Pour le livre en lui-même, donc le livre en lui-même, c'est toute la série des Pli-Pluf, hein, puisque je vais faire une seule vidéo pour toute cette série de livres, qui théoriquement a une soixantaine de tomes de prévus. Je suis pas certain que je les écrive tous, mais comme c'est des tomes qui de toute façon sont indépendants les uns des autres, on peut très bien les lire sans avoir ni les autres, ni ceux d'avant. C'est pas un souci. Pourquoi avoir choisi ce titre? Eh ben, alors Pli-Pluf, c'est le bruit des gouttes d'eau qui tombent d'une feuille sur une petite flaque. Ça fait plif, pluf, plif, pluf. Voilà, d'où vient le mot plif, pluf. J'avais hésité avec plic-plac, plic-ploc, mais plif-pluf, j'ai trouvé ça plus sympa. Et en plus, comme les plif-pluf, en plus, voilà, euh, c'est un nom qui est traduisible en espéranto, puisque l'origine des Plipluf, c'est quand même aussi l'espéranto, la langue internationale inventée par Zamenhof en 1885 ou 82, je ne sais plus exactement. Donc Louis-Lazare Zamenhof, il a inventé l'espéranto, c'est une langue internationale qui, euh, qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde en fait. Donc euh, c'est une langue qui m'a intéressé. La première fois que j'en avais entendu parler, c'était par mon grand-père. Moi, j'ai 52 ans, donc vous imaginez quel âge pouvait avoir mon grand-père et quel âge il aurait maintenant, même s'il est plus de ce monde. En tout cas, je lui dois quand même l'intérêt de l'espéranto. Et cet espéranto, moi, j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice en créant des livres et de la culture dedans. Et comme j'ai pas de moyens financiers, je ne pouvais pas me permettre de payer des droits de traduction. Donc, puisque je peux pas payer des droits de traduction pour des personnages, comme je l'ai fait pour Kiki, oui, je l'ai fait aussi pour les Plipluf, puisque je peux pas payer des droits de traduction pour les Schtroumpfs. Et je me suis dit, bah, je vais créer mes propres petits farfadets qui auront leurs propres histoires, leur propre univers, leur propre monde, différent évidemment de tout ça. C'est sûr, hein, c'est pas des Schtroumpfs, hein. Pour ceux qui voudraient ça, ben, ça n'en est pas. Mais bon, c'est quand même des livres sympas avec des petits bonhommes sympas qui sont des farfadets qui vivent dans nos contrées. Voilà. Quelle est la jeunesse de cette histoire et comment l'idée était-elle venue? Eh ben, en fait, je cherchais des livres à écrire aussi pour l'espéranto. Donc l'espéranto, hein, comme c'est une langue super facile à apprendre, pour vous donner un ordre d'idée, en 7 à 9 heures, on a un niveau A1+, c'est ce qu'il faut à un élève, c'est ce qu'a à 80% un élève qui sort de troisième avec un niveau d'anglais. Donc en 7 à 9 heures, vous imaginez l'économie qu'on peut avoir de temps de travail pour l'apprendre. Et donc comme je voulais écrire des livres pour ça, euh, et ben j'ai cherché une histoire pour les enfants, parce que ça permet d'avoir du vocabulaire simple pour tous ceux qui apprennent cette langue. Et en me promenant un jour dans un chemin dans les bois à côté de chez moi, je me suis dit tiens, il pourrait y avoir des farfadets qui habitent là. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée des Plipluf. D'ailleurs, depuis, quand on va se promener par là-bas et qu'on dit tiens, j'ai pris le chemin des Plipluf, voilà. Donc maintenant, ceux de mon entourage savent que le chemin là-bas, c'est le chemin des Plipluf, là où on espère les rencontrer. Quel message ou émotion aimerais-tu transmettre à tes lecteurs? Eh ben, en fait, j'ai toujours eu envie d'apprendre quelque chose à mes lecteurs quand ils lisent mes livres. Euh, Ça me vient de l'époque où, quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de Tintin. Et dans les Tintins, j'ai appris plein de choses.
Et je me suis toujours dit que quand j'écrivais quelque chose, ça serait sympa d'apporter un petit peu plus de réflexion, de culture ou d'information à mes lecteurs. Pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Voilà, donc qu'est-ce que j'aimerais, quel message? Ben souvent là, là pour les Plipluf en l'occurrence, c'est un message de paix, de solidarité, d'entraide, d'amitié aussi entre les gens et entre mes petits farfadets. Voilà, est-ce qu'il y a un personnage qui me ressemble particulièrement? Non, pas vraiment. Les personnages, de toute façon, c'est toujours un peu un assemblage de gens ou de gens que je connais ou de ce que je suis aussi. Il y a toujours un peu de tout. Il n'y en a pas un qui me ressemble plus particulièrement. Quelle a été la plus grande difficulté lors de l'écriture? Euh, J'en ai pas eu particulièrement. Ça s'est fait assez facilement. Je crois que là où j'ai mis le plus de temps, c'est vraiment pour définir le nom de ces farfadets, les Plipluf. Parce que j'ai beaucoup hésité quand même à savoir comment j'allais les appeler. Et je voulais un nom doux, mais à la fois différent de ce qu'on peut avoir. Euh, Ensuite, y a-t-il une scène particulière difficile ou marquante à écrire? Non. Quel passage de ton livre préfères-tu personnellement? Euh, le passage que je préfère, c'est dans le tome 2, la naissance des Plipluf. C'est les Plipluf qui naissent parce que il faut des conditions météorologiques particulières. C'est-à-dire que les Plipluf sont des... alors là, c'est quand même assez intéressant. C'est des mammifères qui pondent des œufs. Donc un peu comme les ornithorynx. Mais sauf que les Plipluf, ils sont grands comme ça. Donc c'est vraiment des petits êtres, mais ils pondent des œufs qui sont à peu près gros comme des œufs de caille. Et ces œufs-là, pour qu'ils puissent donner des Plipluf, il faut aussi qu'ils naissent sous un arc-en-ciel de pleine lune. Et ça existe véritablement. C'est-à-dire que quand il y a une pleine lune et une très fine pluie, on arrive à voir un arc-en-ciel de pleine lune. Voilà. Et donc, ça, c'est le moment magique que je crois que je préfère, c'est dans le tome 2, la naissance des Plipluf. Si je devais résumer mon livre en une phrase, eh ben en une phrase, c'est l'histoire de petits farfadets qui vivent dans nos contrées. Et c'est des jeunes farfadets, hein, des enfants aussi, puisque ça s'adresse à un public d'enfants. Là, les héros sont 3, 4, 5 petits farfadets, qui sont aussi des enfants d'à peu près 7 à 10 ans, à qui il arrive des aventures d'enfants de 7 à 10 ans. Voilà. Qu'aimerais-tu que le lecteur ressente en refermant ce livre? Eh ben, j'aimerais qu'il se dise waouh, c'est vraiment un monde super. J'ai envie d'y retourner. Et si mon livre devait laisser une seule émotion, ça serait de se dire que la magie existe encore. Et que quand on marche dans la forêt, quand on marche dans la nature, on puisse se dire tiens, la magie existe encore et qu'elle vienne émerveiller un peu la vie. L'édition et la publication. As-tu choisi l'auto-édition ou une maison d'édition et pourquoi? L'auto-édition, évidemment, sans aucun problème. Chez Tungsten Édition, c'est la maison d'édition, maison tout court, si on peut dire, puisque c'est de l'auto-édition. Mais c'est avec ce label-là, en tout cas, que j'auto-édite et que j'édite tous mes livres depuis 1996, donc à peu près une trentaine d'années à l'époque où j'enregistre cette vidéo. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au moins, je fais ce que je veux. J'ai pas d'éditeur qui me dit non, ça me va pas, non, il faut changer ta couverture, non, il faut enlever ce passage, non, il faut faire ça comme ça, non, ça passe pas en termes de public, ou non, ça c'est pas vendable. C'est le gros avantage de l'auto-édition, c'est ça. Et puis, c'est aussi, quand même, il faut le dire, les droits d'auteur, hein, puisque les droits d'auteur dans une maison d'édition, c'est en gros dans les 7 à 7%. Or, 7% sur un livre, on va gagner quoi? 70 centimes. Si j'en vends 1000, je me suis fait 70 euros. Vendre 1000 livres, déjà, il faut déjà être bon. Là, on peut facilement gagner 10 fois plus en vendant 10 fois moins. Voilà. C'est-à-dire que on va peut-être gagner 5 euros par livre,
au lieu de 70 centimes, ou 7 euros par livre, 70 centimes, j'ai plus qu'à en vendre 100 pour me faire exactement la même somme qu'en vendre 1000, et c'est plus facile d'en vendre 100 que d'en vendre 1000, quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi aussi l'auto-édition. Quel conseil donnerais-tu à un auteur qui voudrait publier son premier livre? Eh ben, je lui conseillerais surtout de s'accrocher, d'écrire surtout ce qu'il a envie d'écrire, en pensant à ce qu'il aime écrire, mais aussi en pensant à ce que ses lecteurs ont envie de lire. Parce que, évidemment, on écrit pour nous, mais on écrit aussi pour les autres, et que si c'est écrire juste un truc qui nous intéresse nous, ou en pensant qu'il n'y a que nous qui allons être intéressés, ou en étant un peu trop égo-narcissique, en se disant j'écris ma petite vie, et parce qu'elle va intéresser tout le monde, à moins d'avoir quelque chose de vraiment particulier à dire qui puisse servir aux autres, mais sinon ça sert pas à grand chose et ça intéresse pas beaucoup de monde. Enfin, ça c'est mon avis. Je vais peut-être pas me faire que des amis d'ailleurs en disant ça. Mais chacun fait comme il veut. Ben, tout le monde est libre. C'est d'ailleurs le gros avantage de l'auto-édition, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Donc ce que je donnerais comme conseil quand même à un auteur qui voudrait faire son premier livre, c'est ne te laisse pas abattre et ne crois pas que tu vas gagner des millions comme ça. Il y a 75 000 livres qui sortent par an, hein. Donc déjà, rien que depuis 2 ans, tu vois, ça en fait 150 000. Et si on remonte encore, on arrive vite après à 1 million de livres, et on en connaît combien derrière? Très peu. Et même ceux qui étaient très connus à une époque, je pense que 10 ans plus tard, on s'en souvient même plus. Donc, ne pas chercher la gloire. Si elle doit venir, bah elle vient. Si elle vient pas, bah, c'est pas grave. Tu t'es fait plaisir en écrivant, et c'est déjà bien. Comment as-tu travaillé la couverture et la mise en page? Alors la couverture, c'est ma fille, Iris Claret, qui en a fait l'illustration. C'est elle qui fait aussi toutes les illustrations à l'intérieur du livre, d'ailleurs, puisqu'il y a des illustrations en noir et blanc dans les pli-pluf, puisque c'est un livre quand même pour enfants. Et c'est elle qui fait aussi toutes les illustrations de la série Kikiwi. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller chercher Kikiwi le koala dans la barre de recherche. Et vous verrez toutes les illustrations qu'elle fait hein, sur la vingtaine de Kikiwi que j'ai sortis pour l'instant. Et donc du coup c'est elle qui a fait la couverture et qui, avec les mêmes moyens que pour Kikiwi, c'est-à-dire à l'aquarelle. Quel défi as-tu rencontré pour promouvoir le livre et pour la mise en page? Alors la mise en page, moi j'écris toujours avec Google Doc et toute la série Google Doc. Ça me permet de travailler de chez moi ou du boulot n'importe quand et d'accéder directement à mes fichiers. C'est beaucoup plus pratique pour moi, et de les exporter en PDF directement avec un seul clic et de les transmettre directement à Amazon KDP. Voilà pourquoi aussi je travaille avec Google Doc. C'est plus simple pour moi. Et les défis pour promouvoir le livre, bah, toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire on nous ferme quand même beaucoup l'accès parce qu'on est auto-éditeur et pas forcément pris au sérieux parce qu'on est auto-éditeur, alors que je suis certain qu'il y a au milieu de ces milliers et centaines de milliers de personnes qui écrivent des tas de gens talentueux. Sauf que bah, les difficultés, c'est simple, hein, on n'a pas accès au forum, on n'a pas accès au salon du livre, c'est très difficile d'aller faire des dédicaces dans des librairies ou des choses comme ça parce qu'on ne nous accepte pas forcément. Pour être diffusé, c'est difficile aussi, c'est pour ça que bah, je sais que ça plaît pas à certains, mais c'est tant pis. Moi, je le revendique, hein, je passe par Amazon Kindle Direct Publishing parce que c'est eux qui nous permettent quand même de pouvoir vendre facilement sans qu'on ait besoin d'avancer le moindre centime. Si on en vend, tant mieux. Si on n'en vend pas, ça nous a rien coûté à part du temps. Et ça, je trouve quand même que c'est quelque chose de formidable. Et puis, les forums et les salons du livre, bah, nous, on n'est pas invités. Et quand on nous autorise à y aller, euh, bah, ça nous coûte cher parce que nous, on n'est pas des grands auteurs, donc on n'est pas défrayés. On ne nous paye pas l'hébergement, on ne nous paye pas la nourriture, on ne nous paye pas le déplacement. Et si c'est pour aller faire un salon du livre, c'est super intéressant, on rencontre nos lecteurs, oui, mais si c'est pour vendre 10 livres et que finalement à la fin ça nous rapporte 50 euros mais qu'on en a dépensé 200 pour pouvoir venir,
ça devient une passion qui coûte cher, comme beaucoup de passions, hein. La pêche, la chasse, je pêche pas et je chasse pas non plus, mais bon, c'est pour dire que, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi créé cette plateforme, le découvreur de livres, pour permettre d'être invité facilement dans des cafés littéraires en ligne, que ça coûte rien à qui que ce soit, et que tout le monde ait sa chance aussi d'être vu, puisque là, il n'y a pas d'algorithme qui va choisir à votre place et par rapport à ce que vous aimez ou mettre en avant toujours ceux qui sont les plus lus, puisque il y a quand même un gros biais dans les autres plateformes, hein, que ce soit Wattpad, Inkit, sur lesquels je publie aussi gratuitement mes livres pour tous ceux qui veulent les lire. Euh, et ce biais-là, c'est que ben, plus t'es lu, plus t'es montré, et plus t'es montré, plus t'es lu, et plus t'es lu, plus t'es montré. Et ben moi je trouve ça pas normal parce que du coup ça donne pas la chance à tout le monde. Alors j'ai des livres où j'ai eu 50 000 lecteurs dessus, et puis il y en a d'autres où il y a 100 lits et 100 lecteurs parce que eh ben, on est moins montré, et c'est pour ça que là, dans le découvreur de livres, c'est pioché totalement au hasard, et tout le monde a les mêmes chances, qu'il soit beaucoup lu ou qu'il soit pas lu du tout. Voilà. L'univers de l'auteur. Quels sont tous tes autres projets d'écriture? Alors, quels sont pas tous tes autres projets d'écriture, mais tes autres projets d'écriture? Et ben, en ce moment, je suis en train d'écrire une grande série qui s'appelle Un fantôme dans le placard. C'est une série de type feuilleton. J'ai voulu remettre les feuilletons du 19e siècle au goût du jour, façon un peu Netflix. C'est une série qui se fait en 3 saisons de 12 épisodes chacune. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, il y a d'autres façons de travailler que d'écrire au feeling. Là, on ne peut pas se permettre, c'est trop enchâssé. En termes d'arc narratif, il faut tout calculer comme il faut. Mais c'est quelque chose de passionnant que j'avais jamais fait avant, d'écrire sur des histoires aussi longues et aussi grandes. Voilà, c'est mon principal projet en ce moment. S'il n'y en a pas d'autres qui viennent se greffer au milieu, puisque j'écris de toute façon tout à coup des livres au milieu qui n'ont rien à voir, hein. Si, alors, quel livre ou auteur recommanderais-tu? Je recommanderais tous mes collègues qui sont autour de moi, là, hein, de chaque côté, là, en bas, en haut. Je ne sais pas exactement où vous m'avez vu dans la barre de recherche. Mais en tout cas, allez-y, fouillez, regardez autour du découvreur de livres. Je suis certain que tous mes collègues auteurs et autrices vous apporteront quelque chose d'intéressant à voir dedans. Euh, Après, si je pouvais discuter avec un auteur célèbre, euh, je sais pas, honnêtement, là, il n'y a pas grand-chose qui me vient. Et quel type de lecteur aimerais-tu toucher? Bah là, les 7-10 ans, hein, de toute façon. Et puis tous ceux qui ont envie aussi d'apprendre l'espéranto, puisqu'il existe aussi une version bilingue des Plipluf en espéranto, donc espéranto français. Donc, et puis tous ceux qui veulent apprendre l'espéranto aussi, et tous ceux qui ont envie d'avoir des petits farfadets qui sont différents de ceux qui sont bleus. Ceux-là ne sont pas bleus. Et si mon livre devenait un film, qui verrais-tu dans le rôle principal? Il n'y aura pas de film. Et puis si c'était un film, ça serait un film d'animation. Donc de toute façon, il n'y aurait pas d'acteur principal. Et si je pouvais partager un café avec l'un de mes personnages, oh, sûrement avec la chef du village. J'aimerais bien avoir son avis et tout, connaître tout ce qu'elle pourrait m'apporter en termes de réflexion, vu sa sagesse et son environnement et la magie de la nature qui va avec. Voilà. Conclusion, un dernier mot pour ceux qui nous regardent et qui aiment la littérature. Eh ben, n'hésitez pas, si vous avez écrit et que vous êtes en auto-édition ou un petit auteur dans une maison d'édition, c'est pas un souci non plus. Vous pouvez aussi, parce que les petites éditions, elles aussi, ont ces problèmes de médiatisation. Déposez votre livre ici, et puis surtout, allez voir les autres. Lisez, allez voir les extraits de mes collègues, écoutez leur interview, parlez-en autour de vous, puisque plus il y aura de monde sur le site pour voir les livres, plus il y aura de personnes qui viendront acheter vos livres et qui pourront les lire. C'est un site communautaire,
on est nombreux et l'union fait la force. Donc si il y avait vraiment quelque chose que j'aurais à dire, ça serait ça, c'est lisez, allez découvrir tous les livres qu'il y a sur le découvreur de livres et profitez de tous ceux qui ne sont pas mis en avant d'habitude. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt pour une autre vidéo, pour un autre livre. Je ne sais pas encore laquelle, on verra bien.